Un plaisir de vous savoir nombreux. Bonjour et bienvenue. Vous êtes dans l'invité de la rédaction de l'AGP, un entretien, je le dis souvent, qui consiste à décortiquer l'actualité avec des personnalités triées sur le volet. Aujourd'hui, on parle de l'avant-projet de la nouvelle constitution dont la campagne de vulgarisation a été lancée le 6 novembre dernier. Et c'est avec monsieur Niouma Fancinadouno, il est juriste. Monsieur Niouma Fancinadouno, bonjour. Bonjour, monsieur Djibril. Merci pour votre présence. Merci bien. Monsieur Niouma Fancinadouno est né à Guékédou, juriste publiciste diplômé à l'université Mohamed V de Rabat. Il est enseignant, chercheur, titulaire de master en droit de l'homme et droit humanitaire à l'université Général Lansana Conté de Sonfonia, doctorant inscrit à l'école doctorale des sciences juridiques, politiques et économiques, toujours à l'université Général Lansana Conté de Sonfonia. Monsieur Niouma est aussi responsable pédagogique à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Kofi Annan de Guinée. Alors, monsieur Niouma, la première mouture de cette future constitution a été présentée en juillet dernier. Certainement, vous l'avez lu et nous tous, on a été au courant de cette présentation par le CNT. Quelles sont les principales innovations? Merci très bien, monsieur Djibril. Ouais. D'emblée, je rappelle que nous avons eu le privilège de participer, n'est-ce pas, à la lecture de ce texte en qualité d'experts nationaux. L'invitation nous a été faite par le président lui-même, Dr Dansa Kourma, au cours de quelle invitation nous avons eu le privilège de parcourir, n'est-ce pas, ce texte de fond en comble, où il nous a été donné, n'est-ce pas, de mesurer l'ampleur, n'est-ce pas, de la teneur, n'est-ce pas, du contenu du texte. Et c'est un texte quand même extrêmement important et qui regorge des normes d'innovation. D'accord. Je crois que dès la première partie, en lisant le texte, on s'aperçoit que l'innovation qui a été, n'est-ce pas, introduite concerne les principes fondamentaux de la République. Alors, il y en a au total 11 principes. D'accord. Bon, ces principes-là responsabilisent l'État. Les principes républicains qui ont été instaurés répondent amplement à cette préoccupation-là. D'accord. Quand nous prenons l'exemple de la sacralisation, n'est-ce pas, de l'individu. L'individu revêt désormais un caractère sacré. Et aussi, le fait de rationaliser la gestion des ressources naturelles. Vous savez, la Guinée est un pays à potentiel hautement minier. Oui. Et l'on s'aperçoit que depuis, disons, plus d'un siècle, un demi-siècle autant pour moi, et les ressources dont on rigole, n'est-ce pas, ces pays n'ont pour l'instant, à mon sens, pas énormément profité aux citoyens lambda. D'accord. Ça, c'est un autre aspect concernant la Constitution. Je vous fais revenir toujours à ces innovations. À votre avis, qu'est-ce qui a prévalu à ces retouches? Écoutez, une conscience, c'est aussi une histoire. Et l'on se rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, donc le 5 septembre, et il y a eu l'avènement du CNRD. Alors, le CNRD est entré, n'est-ce pas, en jeu, en scène politique. Dans le nouveau texte de la Constitution, quand on touche un peu l'aspect du mandat du chef de l'État, le chef de l'État est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois, et on dit, en aucun cas, le président ou un individu, au cours de sa vie, ne peut exercer plus de 2 fois un mandat présidentiel. Ça, c'est une nouveauté quand même, à mon avis, qu'il faut intangibiliser. D'accord. On va toujours évoluer dans cet entretien. Selon vous, quels sont les mécanismes pour garantir les principes d'intangibilité? Parce que vous l'avez employé tout à l'heure, cet aspect. Oui. Et vous savez, le fait de rédiger une constitution est une démarche en soi. Mais ce qui est peut-être aussi infiniment plus important, c'est de créer des conditions pour que le texte soit vulgarisé, afin que les acteurs puissent l'approprier, de manière à ce que chacun puisse, n'est-ce pas, modeler son comportement vis-à-vis du texte et de son contenu. D'accord. Et à cet égard, je crois que le fait d'avoir institué, au titre, n'est-ce pas, d'autres nouveautés, les institutions d'appui à la gouvernance démocratique, et notamment l'institution de la Commission nationale du civisme, de l'éducation civique et des droits de l'homme, pourrait être appelée
a joué, n'est-ce pas, un rôle dans ce sens. L'éducation à la citoyenneté, elle est très importante pour que tous citoyens que nous sommes, gouvernants ou gouvernés, puissent se l'approprier, hein, ce texte-là, et agir conformément, n'est-ce pas, aux exigences de son contenu. D'accord. Voilà. Il y a le droit de pétition aussi. Le droit de pétition est également une nouveauté. Il permet aux citoyens eux-mêmes d'initier, n'est-ce pas, des actions qui, lorsque les pétitions ou la pétition recueille un nombre suffisant de signataires, que cela puisse, n'est-ce pas, donner lieu à une action parlementaire et pouvoir, n'est-ce pas, déboucher sur une mesure législative. D'accord. Ouais. On va parler de l'aspect sur la double nationalité. Moi, je suis français et mes origines sont guinéennes. Alors, cette future constitution ne me permet pas d'être candidat. Est-ce que par là, monsieur Francine Adouno, on peut dire que cette constitution prône, on va dire, l'inclusivité? Oui, absolument. Vous savez, il y a une nette corrélation entre l'exercice des droits politiques, notamment les droits électoraux, et la question de la nationalité. Et je crois que c'est un principe qui est quand même ancré. Et le fait de prendre une initiative pour dire qu'écoutez, lorsque vous voulez servir votre nation, vous vous engagez à plein temps. Et je crois que c'est une exigence fondamentale. Si l'on veut respecter véritablement la question de, on va dire, l'engagement patriotique. Bon, vous pouvez avoir 1000 nationalités, hein, mais vous renoncez aux autres nationalités pour vous consacrer exclusivement au service de votre nation. Et ce n'est pas une mesure, à mon avis, qui me semble... Qui exclut, non. Ok. Voilà, c'est mon sens et c'est mon opinion. Alors, en introduction, je disais que les conseillers du CNT sont à l'intérieur du pays pour la vulgarisation de cette future constitution. Ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi la vulgarisation? En tout cas, j'aimerais avoir votre analyse là-dessus. Alors, je crois que c'est une initiative salvatrice, hein, le fait de se déplacer, aller vers les gouvernés. Mais c'est un avant-projet. Oui, c'est un avant-projet. La Constitution. Oui, mais écoutez, l'élaboration du Constitution, quand même, obéit à une démarche. Alors, il me semble assez irrégulier de convoquer le jour J les citoyens lors du référendum pour venir lui soumettre, n'est-ce pas, un texte, n'est-ce pas, à l'élaboration duquel il n'a nullement été associé. Donc la démarche consistant, n'est-ce pas, à aller vers le peuple pour lui expliquer, n'est-ce pas, le contenu, même en faisant usage des langues du terroir, c'est une bonne démarche qui permet, n'est-ce pas, et a priori, aux citoyens lambda de pouvoir déjà s'imprégner des nouveautés qui ont été, n'est-ce pas, enregistrées au niveau du texte. D'accord. Donc cette démarche-là, elle me semble quand même tout à fait salvatrice. Ça, c'est votre point de vue, hein, je vous le concède. Toujours sur la même thématique, la durée de la vulgarisation de cette future constitution, c'est 3 semaines. À votre avis, est-ce que c'est suffisant? Bon, ça n'est jamais suffisant. C'est un texte parce que là, il faut aller dans les coins et les recoins du pays. Jusqu'aux confins là-bas, n'est-ce pas, du pays. 205 articles, hein. Bien sûr, oui. C'est un texte quand même, à mon avis, d'une profondeur assez élevée. Bon, 3 semaines me paraissent plus ou moins insuffisantes, mais ça pourrait quand même aller. D'accord. Voilà. Alors on va continuer toujours dans cette future constitution. Pour être candidat, il faut avoir au moins 35 ans et 80 ans au maximum. Votre appréciation? Je crois qu'il y a une disposition quand même qui a tendance à faire polémique. D'accord. Cette question de la limitabilité fondée, n'est-ce pas, sur l'âge. Ah ben ça va exclure certains. Hein. L'âge plancher, 35 ans, et l'âge plafond, 80 ans. Oui. Certainement, il y aura des citoyens qui vont se sentir exclus. Et à mon avis, lorsqu'il y a, n'est-ce pas, des initiatives dans un texte qui déjà sont sujets à polémique, mieux vaut créer, n'est-ce pas, un environnement où le consensus pourrait prévaloir. D'accord. Donc il y a lieu quand même, à mon sens, d'ajuster, d'opérer des réajustements sur cette question de limitabilité de l'âge plafond. D'accord. Et cela permet d'établir un climat de paix. Tout à fait.
Parce qu'il faut privilégier la cohésion, hein, comme cela a été indiqué dans les principes républicains. La cohésion, la paix et l'unité nationale. Oui. S'il y a une question hautement sensible qui pourrait créer, n'est-ce pas, une dissension, mieux vaut chercher à faire un réajustement. Oui. Je vais vous amener sur l'OG, l'organe de gestion électorale, parce que souvent c'est la source de conflits entre les acteurs politiques. Qu'est-ce que cette future constitution nous, en tout cas, nous prévoit? Écoutez, c'est une nouveauté quand même. Et l'on sait qu'en Afrique, pas seulement en Guinée, les crises post-électorales, n'est-ce pas, ont toujours créé assez de remous dans les pays d'Afrique noire. Alors, le fait de prévoir, n'est-ce pas, une nouveauté, créer une institution qui n'aurait pas, n'est-ce pas, de coloration politique, à mon sens, c'est une vision qui pourrait être préventive en ce qui concerne la limitation peut-être des contestations post-électorales. Si le projet-là, n'est-ce pas, est adopté et que l'on met en place, n'est-ce pas, une institution qui, de par son intégrité, comme son nom l'indique, organe de gestion des élections, je crois que si l'institution remplit correctement sa mission, cela pourrait être de nature quand même à éviter d'éventuelles contestations post-électorales. On va aller toujours sur la lancée des innovations. On parle du Sénat. Et ensuite, on dit quelque part, dans ces 205 articles, qu'un citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle. C'est une innovation quand même majeure. Bon, dans la démarche de l'ancrage, n'est-ce pas, de la dynamique de l'état de droit. Bon, des pays quand même qui sont des modèles dans ce sens. Et ils ont créé des conditions pour que le citoyen lambda puisse avoir la possibilité d'intenter un recours direct devant le juge constitutionnel. En tant que celui-ci est le garant du respect, n'est-ce pas, de la constitutionnalité. Voilà. Plutôt que de limiter, n'est-ce pas, l'accessibilité à une institution dont le rôle est de promouvoir, n'est-ce pas, la garantie juridique de la Constitution, mieux vaut ouvrir et élargir, n'est-ce pas, ce débat, cet horizon, permettant à tout citoyen d'initier lui-même une action pouvant le mener à saisir le juge constitutionnel. D'accord. Pourvu que, bien sûr, le juge lui-même soit totalement indépendant de toute emprise. D'accord. On va parler d'un aspect aussi très important. Il s'agit de la candidature indépendante. Jusque-là, c'est au niveau des collectivités, c'est-à-dire au niveau des mairies et au niveau c'est-à-dire des secteurs. Et là, cette future constitution dit qu'un simple citoyen peut se présenter pour l'élection présidentielle. Et là, en fait, on enlève cette caporalisation des partis politiques. Votre appréciation là-dessus? Je crois que c'est une bonne démarche. Une bonne démarche. Et à mon avis, qui reste quand même dans l'orthodoxie constitutionnelle. Oui, parce que jusque-là, si on veut respecter le principe d'égalité entre tous les citoyens, il n'y a pas de raison que l'on crée, on va dire, des discriminations, comment je l'appellerais, artificielles, peut-être pour limiter la possibilité d'accès, n'est-ce pas, des citoyens à l'exercice de la vie politique. Le fait d'ouvrir, n'est-ce pas, et cette possibilité-là participe ou procède, n'est-ce pas, de la garantie du droit d'accès aux affaires publiques de manière égalitaire. Je crois que la Guinée a franchi quand même un pas dans le sens de renforcement de l'égalité. Dans le même sens, je vais même vous amener, c'est-à-dire vous forcer à donner votre avis par rapport à cette autre innovation dans cette future constitution. On dit on ne modifie pas cette future constitution durant 30 ans. Ça vous paraît un peu... Bon, ce n'est pas saugrenu. Ça, c'est possible, c'est faisable. Connaissant la mentalité du Guinéen. C'est quand on dit, bon, faisons une constitution qui nous rassemble. N'est-ce pas? Bon, nous rassembler, ça veut dire, bon, on a d'abord tiré les leçons de ce que je pourrais appeler les déconvenus du passé. D'accord. Et l'on va élaborer un texte autour duquel l'on va s'entendre. Et si l'on s'entend, bon, pourquoi ne pas continuer, n'est-ce pas, à respecter son contenu. Bon, on ne dit pas, écoutez, 30 ans, bon, 30 ans pour l'histoire d'un État ou d'une nation, c'est pas beaucoup.
C'est pas beaucoup? C'est pas beaucoup. D'accord. Voilà. Alors, nous sommes vraiment au terme de cet entretien. Je vais vous poser cette dernière question. Un message à l'endroit des forces vives qui appellent au boycott de la vulgarisation de cette nouvelle constitution. Bon, c'est de bonne guerre. Hein. Quand vous parlez des forces vives, écoutez, oui. C'est ceux-là qui, en principe, ont le droit de s'opposer aux actions qui sont aujourd'hui mises en œuvre par le CNRD. D'accord. C'est tout à fait logique. Oui. Et je ne m'étonnerais pas d'entendre parler, n'est-ce pas, de telles déclarations. Ils sont dans leur droit, les forces vives. Voilà. Bon, mais à mon avis, on devrait d'abord chercher à s'imprégner du contenu de ce texte avant de vouloir entreprendre une action de rejet, quoi. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que vous avez un aspect à préciser que vous avez oublié tout au long de cet entretien? Un message particulier qui vous tient à cœur? Bon, c'est ce que je voulais peut-être ajouter. Oui. En termes de nouveautés, là, je ne l'ai pas souligné. D'accord. En ce qui concerne la relation entre les institutions, en lisant le contenu de ce texte, oui. On s'aperçoit que la Guinée va basculer dans le régime parlementaire. Vous pouvez regarder la caméra, hein? Allez-y. Le parlementarisme oui. Permet quand même de créer un équilibre entre le législatif et l'exécutif, dont on sait qu'ils sont quand même les deux organes principaux du jeu politique. Alors, on a institué, n'est-ce pas, une notion infiniment importante en Guinée, celle de la notion de la motion de censure. Oui. La motion de censure est une illustration, n'est-ce pas, de la rédévabilité du pouvoir législatif, n'est-ce pas, autant pour du gouvernement vis-à-vis du pouvoir législatif. D'accord. Le pouvoir législatif peut renverser le gouvernement lorsque celui-ci n'est plus à même de pouvoir répondre favorablement aux attentes, n'est-ce pas, du peuple. Vous comprenez? Bon, jusqu'à présent, en Guinée, cela n'était pas prévu. Hein? C'est une nouveauté fondamentale. Le président pouvait dissoudre, n'est-ce pas, l'Assemblée, selon le texte. Mais à l'inverse, l'Assemblée ne pouvait pas renverser le gouvernement. C'était impossible. Aujourd'hui, désormais, avec le nouveau texte, c'est tout à fait possible. M. Niouma Francine Adouno, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Je remercie infiniment aussi. M. Niouma Francine Adouno, juriste, il était là pour nous parler de l'avant-projet de la nouvelle constitution dont la campagne de vulgarisation a été lancée le 6 novembre dernier. Merci à vous les internautes, merci à l'équipe technique, à l'équipe de production chapeautée par Amadou Bailo Diallo. Merci également à nos amis de la RTG pour la rediffusion de cet entretien. Et n'oubliez pas de consulter notre site web le www.agpguinée.com, AGP au cœur de l'information.